Bonsoir à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Donc pour ce point de marché donc qui arrive un petit peu tard, hein. Normalement, c'est toujours, je l'ai fait toujours vendredi, samedi, voire dimanche. Là, je le fais lundi. J'ai eu une semaine dernière assez chargée, parce que j'ai fait pas mal d'enquêtes en fait sur le terrain, pour essayer de recueillir un petit peu le sentiment qu'ont les personnes en fait sur les marchés, mais également sur leur situation personnelle. Je vous en parlerai justement un peu plus dans justement dans cette vidéo. Alors le titre, hein, de ce point du 8 novembre 2021 s'intitule Les records se ramassent à l'appel. Et oui, la semaine dernière a été marquée par un enchaînement de records historiques sur les indices boursiers, mais pas que, hein, également sur les crypto-monnaies. Et donc du coup, bah, forcément, je me suis posé pas mal de questions pour essayer de comprendre un petit peu, voilà, ce qui se passe. Alors, je commence, hein, toujours, hein, par les disclaimers. Voilà, j'ai pas de voilà, mon objectif dans ces vidéos n'est pas de vous conseiller, n'est pas de vous orienter vers un placement, plutôt, qu'un autre. Pour cela, je vous conseille soit de vous faire vous-même votre propre avis, soit de vous rapprocher d'un conseiller en investissement et en gestion de patrimoine. Toujours le disclaimer, hein, les personnes qui ne sont pas professionnelles et qui essayent de tout faire, par elles-mêmes, les statistiques sont assez implacables, hein, puisqu'on est entre 75 et 90 d'investisseurs qui perdent, de l'argent. Et puis, enfin, je finis toujours dans les disclaimers pour vous renvoyer vers le lien sur cette vidéo YouTube que j'ai postée avec mes principales erreurs que j'ai pu faire durant ces, 20 dernières années. Alors, si je reviens sur ma, précédente, vidéo, hein, dans la dernière vidéo que j'ai fait il y a une semaine, que j'avais intitulée «Tout va dans le meilleur des mondes pour nos dirigeants». J'ai essayé un petit peu de comprendre en fait, de savoir, en fait, de faire une espèce d'autocritique, de savoir est-ce que vraiment la situation, elle est vraiment meilleure, ou est-ce que ce sont nos dirigeants, qui essayent un petit peu, de présenter les choses, d'une manière, on va dire, avec le verre à moitié plein, avec évidemment en ligne de mire, les, élections. Je rappelle, hein, nos dirigeants ont montré, ces dernières semaines une très grande satisfaction, hein, sur leur politique et se félicitent, d'un retour d'une croissance exceptionnelle, hein. Je rappelle, hein, monsieur Bruno Le Maire qui a comparé la situation actuelle avec, les 30 glorieuses en expliquant, clairement à la télévision que, on n'a jamais vu une situation aussi bonne, depuis 50 ans. Donc rien que ça. Et donc moi, effectivement, j'ai un petit peu critiqué, hein, un peu cet optimisme de nos dirigeants, et j'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il en est, vraiment. Alors, force est de constater, que, les marchés boursiers, donnent quand même raison à, nos dirigeants. Tous les indices volent de record en record, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On va balayer un petit peu les différents, indices, boursiers, dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais il faut reconnaître que, les marchés, pour le moment, donnent vraiment raison à nos dirigeants et contredisent, ce que j'appelle un petit peu les déclinologues, c'est-à-dire ceux qui, prédisent, le grand crack, depuis déjà plus de 10 ans. Alors c'est pas mon cas, hein, je n'ai jamais prédit de crack, ni depuis 10 ans, ni maintenant. Mais voilà, je suis, un peu, on va dire dubitatif face à ces hausses de marché. J'ai voulu en savoir ce qu'il en est. Alors sur le terrain, donc j'ai été sur le terrain, j'ai fait un petit peu mon tour, on va dire mon tour de France, la semaine dernière, et force est de constater que parmi toutes les personnes que je connais, personne n'est dans une situation difficile sur le plan de l'emploi, et alors que j'ai quand même des connaissances, qui évoluent dans un grand nombre de secteurs. Alors je vous en citer quelques-uns, la santé par exemple, le secteur de la santé, c'est le secteur médical. Par exemple, une personne que je connais, qui a pris un poste de cadre infirmier avec 1 an d'expérience. Elle s'était portée volontaire car aucun candidat
Ils l'ont recrutée et elle a fait un gap de salaire de 1 000 € brut sans doute par mois. Donc voilà un petit exemple, hein. Il y a une pénurie, dans le personnel médical qui fait qu'il y a, pléthore de postes, à pourvoir. Dans l'hôtellerie, aussi, hein, ça recrute à tout va. Dans la restauration, hein, il y a même eu, Philippe Etchebest qui s'est plaint qu'il devait fermer un de ses restaurants, faute de personnel, hein. C'est même pas faute de clients, c'est faute de personnel. Et d'ailleurs dans quasiment enfin, quand j'ai fait mon petit tour, hein, dans quasiment, la grande majorité, des restaurants, devant lesquels je suis passé, il y a marqué, des pancartes, «Cherche, cuisinier, cherche serveur», donc il y a une forte pénurie, dans ce domaine, mais pas que. Dans le BTP, notamment, j'ai aussi fait un petit peu le tour des artisans, puisque voilà, j'ai des travaux aussi à faire, dans ma maison et il faut compter quasiment, 3 mois minimum pour trouver un bon artisan, hein. Les artisans ont des carnets de commandes qui sont, pleins. Ils ont enfin, il y en a même certains, parmi eux qui ont un carnet de commandes qui est quasiment complet, jusqu'à, début 2023. Dans le tourisme aussi, hein, dans le tourisme, alors il y a eu des plans sociaux, hein, qui ont été faits pendant la crise du Covid, hein. Beaucoup de personnes, du secteur du tourisme ont été mis au chômage partiel. Mais là également, dans ce secteur, ça repart et de nombreuses entreprises, qui ont vu, des personnes, partir, hein, de leur plein gré pour, se réorienter, là recrutent également, pas mal de personnes puisqu'on a vraiment un redémarrage du tourisme, notamment le tourisme international. Je continue, hein, sur la liste des secteurs, hein, l'informatique, mon école d'origine, hein, croule sous les offres d'emploi. Idem pour la data science. En data science, on a vraiment une pénurie, de candidats et pléthore de postes à pourvoir. Dans le secteur de la finance également, pas mal de postes aussi à pourvoir et beaucoup, notamment de cabinets de conseil qui n'arrivent pas à trouver de personnes en fait pour travailler, sur, la finance, sur, les sujets réglementaires. En actuariat, aussi, hein, pour continuer la liste, hein, et alors là, je peux citer mon exemple personnel puisque j'ai été sollicité, pour un poste de directeur en ALM dans une société d'assurance au sud de la France et le cabinet, de chasse, hein, que je ne nommerai pas, s'est même m'a dit: rassurez-vous monsieur Bacos, dans cette compagnie au sud de la France, ils ont aucun lien avec Paris et ils ne connaissent pas vos soucis de santé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, voilà, ça recrute à tout va et aussi, à des postes, très, très élevés puisque c'est un poste avec un salaire à plus de 10 000 € par mois. Et donc le cabinet clairement m'a clairement dit que, voilà quoi, que j'avais une très, très grande, probabilité d'être recruté si je me portais candidat. Bon, voilà, je dois en discuter avec ma compagne, pour aller dans si vraiment on souhaite aller dans le sud de la France. Oh ça serait étonnant puis bon voilà, enfin ceux qui me connaissent, voilà, savent mes projets pour le futur. Voilà, mais bon voilà, c'est toujours, voilà intéressant, et des cas comme ça. Et je continue, hein, il y a pas que ça, hein, le prêt-à-porter également, les magasins de vêtements, les magasins de jouets, aussi c'est pareil, il y a énormément de postes, à pourvoir. Donc on est vraiment, dans finalement une vraie pénurie, hein, moi c'est un peu ce que j'observe, hein, une véritable pénurie, alors pas que de matières premières, mais également de main-d'œuvre. On a réellement un déficit de bras et effectivement, là, pour le coup, force est de constater que comme, le dit notre cher président, il n'y a qu'à traverser la rue pour, trouver un emploi. Alors c'est peut-être pas forcément, l'emploi de ses rêves, hein, attention, mais effectivement, ça, il y a une forte demande des entreprises, hein. Il y a un vrai besoin de main-d'œuvre et moi-même, j'en ai fait l'expérience avec mon propre cas puisqu'on m'a proposé on propose un poste de directeur ALM à plus de 10 000 € par mois, dans le sud de la France. Voilà, donc c'est vraiment, c'est assez chaud, c'est assez chaud. Alors
Donc il y a eu aussi, de bonnes nouvelles, économiques, hein, et sur le front de l'emploi des 2 côtés de l'Atlantique, notamment une forte baisse du chômage en France, y compris dans les catégories autres que la catégorie A, ce qu'on appelle le halo du chômage, hein. Donc c'est vrai que on peut souvent critiquer l'INSEE, hein, et moi je suis souvent assez critique vis-à-vis des chiffres des statistiques de l'INSEE. Mais force est de constater que quand on regarde en détail, c'est-à-dire non seulement la catégorie A, mais également les autres catégories, c'est-à-dire les chômeurs de longue durée, les personnes qui sont en formation, bah, on constate qu'il y a une véritable baisse du chômage, hein. Ça c'est voilà, ça c'est indéniable, et d'ailleurs j'en ai été moi-même surpris. Alors les résultats aussi des entreprises ont continué de tomber et ils sont globalement très bons et supérieurs aux attentes, hein, dans de nombreux secteurs, hein. Alors le secteur des nouvelles technologies, les GAFA, mais également les banques, enfin on a encore eu de très très bons résultats qui sont tombés. Et enfin pour terminer, hein, pour enfoncer le clou, Pfizer, un an quasiment jour pour jour après avoir annoncé la découverte d'un vaccin contre le Covid, bah là ils viennent d'annoncer la semaine dernière un traitement, cette fois-ci, contre le Covid, efficace dans plus de 90% des cas. Alors tout ça pour vous dire quoi? Et ben en toute humilité, j'ai eu tort. J'ai eu tort, hein, dans ma dernière vidéo quand je disais que tout va dans le meilleur des mondes pour nos dirigeants. Bah, force est de constater que je dois reconnaître que l'environnement économique s'est effectivement amélioré sensiblement pour la très grande majorité de la population en raison d'une forte remontée des offres d'emploi dans quasiment tous les secteurs. J'en suis très surpris, mais voilà, voilà, la réalité, voilà, il faut dissocier ces sentiments avec le terrain. Et le terrain, clairement, m'a montré qu'il y a réellement une forte demande et une croissance voilà, assez forte. Donc voilà, bah, j'ai eu tort, hein. Bah, effectivement, nos dirigeants ont pour le moment raison de se réjouir. Alors néanmoins, il faut quand même rester vigilant, l'objectif c'est pas non plus d'être, d'avoir un optimisme béat, il faut être vigilant. Il y a quand même des nuages noirs qui planent, sur l'économie chinoise et notamment sur son, marché immobilier. Donc ça, je vous montrerai un petit peu l'indice chinois, ce qu'il a fait la semaine dernière, il a un petit peu déçu. On a certes une reprise très vigoureuse, hein, ça là-dessus, voilà, j'ai les statistiques et le terrain m'ont donné tort, mais force est de constater qu'on a eu une reprise vigoureuse, mais qui pourrait bien être de courte durée, et en tout cas bien plus courte que ce qui s'est produit après la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi je rappelle, hein, les gens ils veulent revivre et consommer, certes, mais il n'y a pas tout à reconstruire comme en 1945. Donc certes, on a une croissance très forte, plus forte que ce que j'aurais pu croire. Les gens veulent revivre, hein, on le voit clairement, les magasins sont bondés, les restaurants sont pleins, on manque de serveurs, enfin, on voit bien, hein, les gens veulent voyager. Voilà, il y a énormément voilà, les gens veulent retrouver la vie d'avant. Mais voilà, je pense pas qu'on aura non plus 30 ans, les 30 glorieuses, entre 2021 et 2050, hein. Ça serait étonnant parce qu'il n'y a pas non plus un effort de reconstruction comme en 45, d'une part, et d'autre part, si vous êtes resté 1 an, 2 ans sans aller au restaurant, vous n'allez pas aller, pour vous rattraper, vous n'allez pas aller faire 6 repas par jour. Donc, il va y avoir un effet de rattrapage qui est bien plus fort que ce que j'aurais pu penser, hein. Donc, bravo à nos dirigeants de l'avoir vu et de l'avoir médiatisé. Mais voilà, sur le long terme, il faut quand même rester prudent. Et enfin, dernier point, les menaces d'inflation sont toujours présentes, même si certains prix des matières premières semblent s'assagir. On voit que le pétrole temporise, hein, voilà, il reste sur 80 $ le baril pour le WTI. On a même d'autres matières premières qui refluent, hein, notamment le gaz. On a le cuivre, hein, qui rebaisse, voilà, qui a reperdu une dizaine de pourcents. Donc on a un assagissement des matières premières. Alors est-ce que ça sera suffisant au vu des pénuries que l'on observe pour endiguer les menaces d'inflation? Bah ça hein, justement, ça sera intéressant de voir les statistiques qui vont tomber dans les prochains jours, prochaines semaines.
Alors, mes conseils, avant de passer un petit peu, d'enchaîner sur la deuxième partie de cette vidéo, sur le plan financier, alors ça voilà, bah, je vous le dis, hein, je suis un exemple vivant. Privilégiez autant que possible l'approche patrimoniale de long terme, plutôt que l'approche trading. Très peu de personnes voyaient le CAC 40 passer les 7000 points. Et maintenant que nous y sommes, hein, les économistes se bousculent sur les plateaux pour nous annoncer que ce n'est que le début de la hausse. Donc des gens qui étaient baissiers hier, en voyant le CAC 40 à 7000, deviennent haussiers. Donc tout ça pour vous dire, voilà, soyez extrêmement prudents. Moi, en tout cas, personnellement, je privilégie toujours la diversification, l'approche patrimoniale de long terme, plutôt que faire des coups, faire du trading, spéculer avec une forte probabilité de perdre. Moi honnêtement, aujourd'hui, si, bah, voilà, si la valorisation de mes portefeuilles atteignent des records à l'image des indices boursiers, c'est pas à cause de mes vues, puisque vous avez pu le voir, hein, vous avez suivi mes vidéos, je suis assez prudent, parfois je doute. Voilà, si j'avais dû, trader, passer des ordres, trader uniquement en fonction de mes vues, bah, aujourd'hui, j'aurais un portefeuille, enfin j'aurais des performances extrêmement décevantes. Mais voilà, bah, j'ai une approche patrimoniale, c'est-à-dire que j'investis, voilà, sur un petit peu quasiment toutes les classes d'actifs avec, parcimonie et en fonction, de mes, objectifs, patrimoniaux à horizon, 1 an, de 1 à 5 ans. Voilà, donc je ne vous dirai pas plus sur mon allocation d'actifs parce que chaque patrimoine, chaque situation patrimoniale est différente et je ne veux pas vous induire, en erreur. Alors deuxième grand conseil sur le plan professionnel, profitez de cette fenêtre de tir, hein, et d'embellie économique qui s'ouvre pour soit entamer une reconversion, hein, si, un domaine vous passionne, hein. Moi je vois énormément de personnes qui se reconvertissent, hein, dans les métiers manuels, dans l'artisanat, dans le commercial, en gestion de patrimoine, dans le secteur de la décoration, voilà, enfin il y a énormément de personnes en ce moment qui profitent justement de cette, embellie pour se reconvertir. Donc, si vous avez un peu d'argent, si vous avez un peu de visibilité à horizon 1 ou 2 ans, si vous pouvez vous permettre, voilà, de vivre du chômage pendant 2 ans, ça peut peut-être valoir le coup si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur de tenter peut-être une reconversion parce que en ce moment c'est open bar quoi. Accélérer aussi, deuxième point, votre conquête de la liberté financière. Si c'est votre projet, c'est peut-être le moment, voilà, de mettre un petit peu voilà, de faire des moves entre guillemets de carrière. Voilà, si vous voulez créer un business en parallèle pour justement avoir encore plus de cash flow, ça peut être intéressant, moyennant évidemment quelques sacrifices sur votre vie privée, ça vaut peut-être le coup. Troisième point, très important, demander une augmentation. Je rappelle qu'avec le démarrage de l'économie, et une inflation officielle à 2, alors, c'est l'inflation officielle, hein, de l'INSEE. Officieusement, enfin, si vous allez, dans les magasins, on est plutôt à 5 d'inflation. Donc une absence d'augmentation pour 2022 signifiera clairement une baisse de votre pouvoir d'achat. Là, c'est mathématique, c'est clair et net. Et en cas de refus de votre hiérarchie de vous accorder une augmentation au moins égale à l'inflation officielle, bah, mettez-vous en recherche active de poste, car c'est franchement, honnêtement, je vais être transparent avec vous, c'est pas les offres d'emploi qui manquent. Honnêtement, c'est honnêtement, moi voilà, vous connaissez mon histoire, j'ai quelques soucis de santé, donc évidemment les recruteurs sont frileux, mais vous voyez, dans le sud de la France, vous voyez des assureurs qui sont dans le sud de la France qui connaissent pas mes histoires, bah, voilà, je suis contacté pour des postes à plus de 10 000 € par mois, donc voilà, il y a énormément d'offres, à pourvoir, et donc du coup, c'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui, avec une inflation qui redémarre, avec un chômage qui diminue, accepter, de ne pas avoir d'augmentation de salaire et d'accepter son sort. C'est pas possible. Quand on a un chômage explosif, je peux l'accepter. Quand on est en déflation, c'est acceptable aussi. Moi, je me souviens dans les années 2008, dans le secteur de la banque, on nous disait bah, cette année, votre bonus, c'est on vous garde, c'est votre emploi. Donc effectivement, en 2008, après la crise, la chute de Lehman Brothers, effectivement, c'était un luxe
de pouvoir conserver son emploi, hein. Le but, c'était pas d'avoir des augmentations. Et d'ailleurs, je rappelle que quand on est en déflation, c'est-à-dire quand les prix baissent, c'est plutôt une aubaine que bah, de garder son emploi, même si on n'est pas augmenté, hein. Si les prix baissent de 2% et que vous vous contentez juste de conserver votre emploi, en fait, vous allez gagner 2% de pouvoir d'achat. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui est méconnu, parce que moi, ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Heu, une des périodes où le pouvoir d'achat des personnes, hein, des salariés ou des travailleurs a le plus augmenté dans l'histoire, vous allez peut-être pas me croire, mais c'était au début des années 30, durant la Grande Dépression. Les personnes qui ont eu la chance, évidemment, de ne pas perdre leur emploi durant cette période, bah, ce sont celles qui ont eu une augmentation de pouvoir d'achat quasiment jamais vue dans l'histoire. Pourquoi? Parce que entre 1929 et 1933, les prix, les prix ont baissé de plus de 25% en moyenne. Sachant que certains prix, notamment l'alimentaire, il y avait une surproduction de produits alimentaires, hein. Les paysans jetaient carrément leurs réserves de blé, leurs réserves de nourriture, hein, produite, pour faire face à la surproduction. Donc l'alimentaire a même perdu 50%. L'immobilier a perdu 40%. Donc les personnes qui ont pu garder leur emploi durant cette période-là ont vu leur pouvoir d'achat exploser à la hausse. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on est dans une période de réflation, de remontée de l'inflation. Donc l'objectif, c'est pas de protéger son emploi. Enfin, à part quelques exceptions, l'objectif, c'est vraiment d'aller à la chasse aux augmentations de salaire, au gap de salaire, au moins pour compenser l'inflation. Alors je sais, hein, s'il y a des chefs d'équipe qui m'entendent, oh, je vais peut-être pas, voilà, vous allez peut-être pas aimer ce que je dis, mais très honnêtement, voilà, pour les collaborateurs, même pour les managers qui ont un directeur au-dessus d'eux, hein, les arguments du style: «C'est la crise, voilà, c'est compliqué, les temps sont difficiles» et cetera. Ça paraît, enfin, voilà, moi j'ai fait un petit tour de France, honnêtement, heu dans la grande majorité des secteurs d'activité, ça recrute à tour de bras, hein, ça recrute à tour de bras, hein, et c'est des secteurs, on parle de secteurs très hétérogènes, hein, ça va des services d'aide à la personne, en passant par la restauration, le BTP, l'informatique, la finance, l'actuariat, le monde médical. Alors le monde médical, c'est encore pire. Alors là, pour le coup, on manque vraiment, vraiment, vraiment de main-d'œuvre. Donc, non, très clairement, l'argument de la crise, en tout cas, en ce moment, là, il ne tient pas. Donc là, clairement, il faut vraiment viser une augmentation. C'est vraiment primordial, juste pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. Parce qu'on a quand même une inflation qui est quand même assez importante, notamment sur les produits bah, de base, hein, l'alimentaire, l'immobilier, etc. Donc voilà, c'est un gros conseil que je donne et c'est important vraiment de faire gaffe. Donc, d'un point de vue de vos investissements, ayez une approche patrimoniale, évitez d'être cash, hein, voilà, c'est pareil, hein, quand il y a de l'inflation, il faut pas non plus, enfin, faut pas avoir trop de cash, à part évidemment l'épargne de précaution, mais il faut éviter de rester cash parce que l'inflation lamine les comptes courants des particuliers. Alors attention, hein, il ne faut pas se précipiter sur le premier placement venu, hein. Faites votre propre analyse, approchez-vous de vos conseillers en gestion de patrimoine, mais voilà, il ne faut pas rester cash en attendant le grand soir parce qu'en attendant, c'est l'inflation qui va s'occuper de votre épargne. Donc voilà un petit peu pour mes conseils. Donc maintenant, je vais passer un petit peu aux horizons un petit peu à surveiller. Donc toujours surveiller un petit peu ce qui va se passer en Allemagne, hein, avec le gouvernement, la formation du nouveau gouvernement allemand, et en France avec les élections en avril 2022. Alors maintenant, je vais attaquer les marchés. Et là, en fait, première belle surprise, hein, les taux, après s'être tendus pendant 3 mois,
ont brutalement rebaissé, hein, puisque les taux français est passé de 0,28 à 0,06. On est quasiment sur le point de revenir en territoire négatif pour le 10 ans français, donc une baisse de plus de 20 points de base. Et en corollaire, on voit des obligations, cette fois-ci le prix des obligations, qui, qui remonte de manière inversement proportionnelle, évidemment, à la baisse des taux. Donc pourquoi cette détente, hein, cette baisse des taux? Eh bien tout simplement parce que les banques centrales ont clairement, la semaine dernière, donc il y a eu d'abord la BCE, puis la Réserve fédérale, ont clairement indiqué que bah, l'inflation, en gros, c'est pas tant une priorité, que voilà, c'est pas voilà, l'inflation, la lutte contre l'inflation, ça peut attendre. Pour le moment, on va faire un tapering. Alors c'est quoi le tapering? On va juste réduire la planche à billets, c'est-à-dire que la planche à billets de la Fed va tourner, va continuer à tourner au moins jusqu'en juillet 2022. Donc elle va tourner de moins en moins vite. Donc attention, il ne faut pas confondre tapering avec une, une réduction du bilan de la Fed. Non, c'est juste que la planche à billets va tourner de moins en moins vite. Mais on est loin encore du cas où la Réserve fédérale va détruire la monnaie qu'elle a imprimée. On continue à imprimer, mais à un rythme moins rapide qu'avant. Mais les rotatifs continuent à tourner, hein, pour reprendre une expression. Et évidemment, les masses monétaires vont continuer à augmenter un peu moins vite, mais elles vont quand même continuer à augmenter. Et du coup, bah, les hausses de taux, bah, ça, d'après les analystes, c'est pas avant début 2023. Donc évidemment, bah, forcément, si les banques centrales ne remontent pas leurs taux avant 2023, bah, forcément, que font les taux aujourd'hui? Bah, ils baissent. Ils baissent et on le voit très bien sur ces graphiques. Alors, corollaire de tout ça, les indices boursiers partent au plafond. Et voilà par exemple le CAC 40, hein, vous voyez, qui a pulvérisé en 2 semaines, il a pulvérisé son petit canal baissier de moyen terme, hein, son canal baissier qui a quand même duré 3 mois, entre juillet, enfin entre début août on va dire, et la mi-octobre. Il a pulvérisé son canal baissier avant de s'affranchir des 6666 points, puis des 6800, des 6900, de son record historique des 6944 touchés en 2000, et il s'est même offert le luxe vendredi dernier, donc suite aux publications de Pfizer, d'enfoncer, hein, de dépasser le seuil des 7000 points qui n'a jamais été atteint. Donc si on fait un zoom, hein, si on regarde le CAC 40 sur le long terme, on voit, hein, sur le graphique, hein, le CAC 40 depuis 1987, vous voyez, le CAC 40 valait 1000 points en 1987. On est venu, on a tapé les 6009 au sommet de la bulle Internet des années 2000, avant de rechuter, de remonter ensuite avant la crise des subprimes, hein, à 6200 points, puis ensuite on a rebaissé, il y a eu la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, puis on est remonté doucement, tranquillement, il y a eu la crise du Covid, et là on est reparti, on a fortement remonté pour arriver ici, vous voyez la croix rouge, carrément au niveau on est à plus de 7000 points, donc on est à des niveaux tout simplement historiques, et là il ne s'agit que du CAC 40 officiel, c'est le CAC 40 que publient les journaux, on va dire populaires. Le CAC 40 qui intègre les dividendes, si on réintègre les dividendes dans la valorisation de l'indice, aujourd'hui le CAC 40 dividendes réinvestis ne se situe pas à 7000 points, mais à plus de 20 000 points. Donc on a dépassé le seuil symbolique des 20 000 points sur le CAC 40 dividendes réinvestis. Donc on est à des niveaux jamais vus dans l'histoire. Et on ne s'arrête pas évidemment que au CAC 40. Si on regarde le Dow Jones, hein, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de mes dernières vidéos, hein, on était en train de jouer sur les deux zones, hein, 35 000 et 35 500 points, les deux résistances. Bah là, on a pulvérisé les 35 500 points, hein, on les a pulvérisés avant d'enjamber les 36 000 points pour aller directement à 36 500 points. Et là, c'est pareil, si on dézoome un petit peu, on regarde le Dow Jones sur un historique très long, on voit que depuis le début des années 80, on voit cette envolée du Dow Jones, hein. On a eu regardé
Là, si vous voyez là où je me positionne dans la crise des années 2000, hein, vous voyez le crack de 2000, on le voit à peine. On voit ensuite le crack de 2008. Donc vous voyez ici le crack de 2008. Et enfin, vous voyez, on remonte très fortement jusqu'à 29 000 points. On a ensuite le crack suite à la crise du Covid, hein, vous voyez. Hein. Donc la flèche, bon, c'est là où j'ai investi une partie de mon patrimoine. J'ai vraiment eu de la chance, j'avais investi au plus bas, mais bon, il ne faut pas trop en tenir compte. Et donc là, on était tombé à 18 000 points. Et aujourd'hui, un an et demi après, on est à plus de 36 000 points. Le Dow Jones s'est offert le luxe de doubler, de faire x2 depuis mars 2020. Donc en un an et demi, il a fait x2. Il a fait x5 depuis les plus bas de la crise de 2008. Et il s'est même offert le luxe de tripler depuis ses plus hauts avant la crise de 2008. C'est-à-dire que si on prend le record du Dow Jones avant le crack de 2008, voilà, la grande crise de 2008, bah aujourd'hui, en fait, même quelqu'un qui avait investi au sommet avant la crise de 2008, bah aujourd'hui, donc il se serait pris évidemment la crise de 2008, la faillite de Lehman, mais aujourd'hui, son patrimoine serait le triple de ce qu'il était en 2007. Et encore, ça c'est hors dividende, parce que ça, ce que vous voyez là, c'est la courbe du Dow Jones hors dividende. Donc si vous rajoutez les dividendes qui sont tombés durant ces 13 dernières années, je ne vous laisse même pas imaginer combien notre investisseur qui a investi en 2007 aurait de patrimoine aujourd'hui. Donc ça un petit peu, moi j'ai pas mal investi. Hein, je vous renvoie à une vidéo hein, lorsque on m'a diagnostiqué en 2007 la maladie de Crohn et qu'on m'a clairement indiqué que ça va être compliqué pour moi de gravir tous les échelons dans le monde du salariat. Donc forcément, j'ai commencé un petit peu à penser liberté financière, évidemment. Et donc j'ai commencé à investir hein, dès les années, la fin des années voilà 2007, 2008, et puis encore plus 2009, 2010, 2011. Et là, effectivement, quand je regarde mon patrimoine aujourd'hui, j'avoue que c'est assez impressionnant. Entre les marchés immobiliers et les marchés boursiers, c'est vrai que valait mieux être un très bon investisseur et un mauvais salarié, on va dire, voilà, que être un excellent salarié qui a des très belles augmentations et un mauvais investisseur qui est passé à côté de toutes ces hausses dithyrambiques des marchés, des marchés. Donc voilà un petit peu pour le Dow Jones. Alors, on a quand même une exception, c'est l'indice chinois, donc là c'est les marchés chinois, qui sont en baisse depuis février 2021. Donc là on a tenté un petit peu de s'extirper, vous voyez, de la zone des 15 500 points. Hein. Donc l'indice chinois a yo-yoté, hein, il a oscillé entre 14 500 et 15 500. Il a réussi à casser 15 500 points. Et là, voilà, il est en train de rebaisser pour revenir vers les 15 500 points. Et la question, évidemment, est de savoir, est-ce que l'on va enfoncer le seuil des 15 000, des 15 000 points, des 15 500, des 15 000 points pour revenir dans ce couloir, hein, dans ce range compris entre 14 500 et 15 500, ou est-ce que on peut dire que le plus dur est passé en Chine avec Evergrande et que l'on va rebondir sur 15 500 avant de repartir de l'avant. Donc ça c'est une question importante à se poser. La réponse elle n'est pas que économique. Parce que il y a Evergrande effectivement en Chine, mais enfin en Europe, on a pas mal de cadavres dans les placards, hein, des banques, des entreprises zombies qui sont entretenues uniquement grâce aux planches à billets des banques centrales. Pour le moment, la Banque populaire de Chine ne fait pas tant tourner que ça la planche à billets. Elle a plutôt tendance à laisser couler les entreprises qui doivent couler. Donc voilà, donc la réponse en fait à la question sur où iront les marchés chinois, bah, elle est avant tout politique. Quelle sera l'attitude du gouvernement de Pékin vis-à-vis de ces entreprises un petit peu zombies? Est-ce que le gouvernement chinois va lâcher du lest sur la monnaie, sur le yuan chinois, via un petit coup de planche à billets pour refaire partir les indices,
où il va laisser l'économie s'ajuster d'elle-même. Donc c'est un peu, alors c'est très très marrant, c'est une ironie de l'histoire, hein. Moi je suis pas le seul à en parler, hein, d'autres, des économistes en parlent, notamment Charles Gave. On a officiellement la Chine qui est officiellement un pays communiste et qui finalement applique une politique assez libérale en étant prête à laisser des entreprises, y compris des grosses, faire faillite et en laissant les dirigeants prendre leurs pertes. Et à l'inverse, on a des pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui se disent libéraux, voire ultra-libéraux, et qui n'hésitent pas à faire marcher la planche à billets pour sauver des intérêts privés, en fait, qui vont, on va dire, privatiser les gains et socialiser les pertes. Donc bizarrement, on a finalement, là je vais reprendre un terme cher à Olivier Delamarche, on a effectivement on va dire une libéralisation un petit peu peut-être de l'économie chinoise et peut-être aussi de l'économie russe et une soviétisation des économies occidentales appelé également capitalisme de connivence, qui est plutôt qui est une sorte de soviétisation de l'économie, où finalement les personnes font grandes études, des grosses écoles, et puis elles passent du public au privé, reviennent dans le public, reviennent dans le privé, voilà, et finalement elles ont à la fois la sécurité d'emploi et de gros salaires, justement grâce à un parcours dans le public. Donc c'est assez intéressant à voir un petit peu cette dichotomie qui apparaît entre des économies occidentales qui tendent à se soviétiser et des économies, on va dire, plutôt russes, chinoises, euh, plutôt communistes, hein, dans l'histoire, qui tendent à se libéraliser et à laisser tomber certaines entreprises qui pourraient être mal gérées. À voir si cela se confirme dans le futur. Alors, on va passer maintenant aux métaux précieux, l'or. Alors, l'or est aux prises avec des résistances majeures. On a eu un très très beau rebond là de l'or. On a un très très bon rebond hein, sur la zone des 1700, 1750 points. Mais là, on arrive à des niveaux en 1825, 1830, 1850 points. On a une résistance horizontale hein, très très forte, hein, située autour de 1850 points. Et on a cette résistance, le haut du triangle de consolidation, cette résistance baissière hein, qui passe par les sommets de mai 2021 et de août 2020. Donc il y a cette grosse résistance à franchir. Donc on a vraiment une série de plusieurs résistances à franchir pour l'or afin de repartir vers une tendance, on va dire, de consolidation, mais plutôt haussière. On ne parle pas encore de reprise de la hausse, hein, il faudrait vraiment franchir les 2100 points, mais au moins pour repasser dans le haut, on va dire, du canal, il faudrait franchir plusieurs zones, hein, 1830, 1850, voire 1875, pour commencer un petit peu à montrer un début de retournement haussier pour l'or. Voilà. Néanmoins, sur des stratégies de long terme, l'or, des stratégies patrimoniales de long terme, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'or en portefeuille. Ça peut être soit via des CFD, soit via éventuellement des fonds ou des minières aurifères ou argentifères. D'ailleurs, à propos des métaux, on repasse à l'argent, qui a un petit peu la même configuration que l'or, avec avec quand même un potentiel de rebond assez fort, hein, puisqu'on a une épaule tête-épaule, ce qu'on appelle une épaule tête-épaule inversée, hein. Vous voyez cette courbe bleue que j'ai dessinée. Donc on a une première épaule ici à aux alentours de 23. On a un petit rebond à 25, puis on redescend, là on a vraiment le creux, hein, la tête inversée. On va tester les 21,75 hein, qui est un petit peu le bas du canal, du long canal initié en juillet 2020. Ensuite on remonte vers les 25, on redescend, donc là on a la deuxième épaule qui est
au niveau des 22,60. Et là, on est reparti à l'assaut des 25 dollars l'once, hein. On est à 24,5 au moment où je fais cette vidéo. Donc si jamais on passe les 25 dollars l'once, on a un potentiel de rebond de l'argent assez fort, hein, qui peut aller qui peut aller facilement jusqu'à 27 puis 30 dollars l'once. Donc ça c'est un point de vue technique sur l'argent. Alors, d'un point de vue fondamental, il faut savoir que si jamais les banques centrales continuent à repousser leur calendrier de resserrement de politique monétaire et que l'inflation continue à rester, bah, il faut savoir que un des meilleurs ingrédients contre l'inflation, bah, c'est l'argent. L'argent est encore plus fort, est un instrument encore plus fort pour lutter contre l'inflation, surtout en cas de remontée, en l'absence de remontée des taux, que l'or. Donc voilà, donc là il peut y avoir voilà, l'analyse technique et l'analyse fondamentale pourraient laisser à penser qu'au-delà de 25 dollars l'once, on pourrait avoir un très très beau rebond de l'argent métal, qui rappelons-le aussi sur le très long terme est encore très sous-évalué. Je rappelle qu'en 2011, alors ça n'apparaît pas sur le graphique, en 2011, donc il y a 10 ans, l'once d'argent valait quasiment 50 dollars. Donc on est même pas à la moitié, hein, l'argent n'est même pas à la moitié de ce qu'il valait en 2011. Donc c'est quand même voilà, donc à rapprocher des records historiques qu'enchaînent les marchés boursiers depuis plusieurs mois. Et on finit donc sur les cryptos avec un Bitcoin qui revient aux alentours, alors ça s'invente pas, hein, du niveau des 66 666 points. Donc on revient au niveau du record de mars-avril 2021. Donc là on est à 60, enfin, au moment où j'ai fait la copie d'écran, on est à peu près à 65 872 points. Et si jamais on casse le seuil des 66 000, 67 000 points, si je vous fais un zoom, donc là on fait un dézoom pardon, du Bitcoin sur le long terme, on voit le Bitcoin qui a pas, voilà, qui est monté, hein, vous voyez, qui est monté à 21 000 points avant de redescendre, à 4 000 points, puis on a une envolée à 66 000 points, puis on est redescendu à 30 000 points, donc on a perdu la moitié, 50% de sa valeur, et là on remonte vers on teste les records du mois d'avril, on ne les a pas encore complètement franchis, mais on les teste fortement, et donc il y a fort à parier quand on regarde la capacité des cryptos à faire à faire des pumps, hein, pour parler en langage crypto. Ben, c'est vrai que si jamais les 66 000 points, les 66 000, 67 000 points devaient casser, bah, d'un point de vue graphique, c'est vrai que on voit pas, enfin, on voit pas de grosses résistances avant les 100 000 points. Donc là encore, prudence, attention, je ne donne aucun conseil, voilà, je parle juste de ce que l'on observe sur les graphiques, je ne me hasarderai pas à vous dire qu'il faut acheter, qu'il faut vendre, hein, mais voilà, j'analyse d'un point de vue graphique et on a toujours d'un point de vue fondamental cette planche à billets qui n'arrête pas, qui n'arrête pas de tourner et qui évidemment qui se déverse dans quasiment tous les actifs. Tous les actifs montent, c'est les cryptos, l'immobilier, les actions, euh, tout monte. Et voilà, dans cet univers, on va dire, de surévaluation de tous les actifs, mis à part les métaux précieux, les métaux précieux qui sont les moins surévalués, c'est vrai que tous les autres actifs sont très surévalués, mais il y a encore des potentiels de hausse tant que cette politique monétaire accommodante continue. Alors en conclusion, donc à surveiller les remous de l'immobilier chinois. Moi je surveille les indices boursiers chinois. Alors d'abord parce que j'ai investi une petite partie de mon patrimoine dans les indices chinois. Surveiller également les statistiques d'inflation en Europe et aux États-Unis. Parce qu'il n'est pas exclu qu'on ait des mauvaises surprises d'inflation, qu'on ait une inflation qui continue à monter en au-delà de 5%, notamment à cause des prix à la production qui sont même parfois au-dessus de 10%, et on sait que l'inflation mesurée a toujours du retard. Donc on pourrait avoir une poursuite par inertie une remontée des taux d'inflation.
Troisième point à surveiller, j'en avais parlé, l'évolution de la politique allemande, hein. Je rappelle, dans ma dernière vidéo, le patron de la Bundesbank a démissionné de manière fracassante pour s'insurger contre la politique monétaire de la Banque centrale européenne menée par Christine Lagarde. Donc il n'est pas exclu qu'on ait quelques velléités en Allemagne pour faire pression sur la Banque centrale européenne qu'elle arrête sa planche à billets, hein. Donc ça peut causer quelques frictions sur les marchés. Et enfin, dernier point à surveiller, les élections françaises. Donc d'ici avril 2022, je m'inquiète pas trop. On va avoir des chèques par-ci, des chèques par-là, des subventions. Enfin, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Par contre, à partir de avril, enfin à partir de, on va dire peut-être de juin, parce qu'il y a les législatives en juin, à partir peut-être de l'été 2022, on pourrait avoir peut-être quelques lendemains qui déchantent. Voilà. Euh, alors gros point d'attention. Je termine par un gros point d'attention. Dans les médias, il n'y a jamais eu un tel consensus haussier sur les marchés. C'est incroyable. Enfin, moi, je regarde BFM, je regarde Boursorama, enfin, c'est incroyable. Il n'y a quasiment pas un professionnel de la finance qui, euh, qui met en garde contre un risque de retournement. Tout le monde est haussier. Voilà, sans parler aussi des effets de saisonnalité comme le rallye du Père Noël, etc., etc. Et par expérience, hein, j'ai 20 ans d'expérience maintenant sur les marchés, c'est souvent au moment où on s'attend le moins que les marchés nous réservent des surprises, et souvent des surprises fort désagréables. Donc attention, hein, je ne dis pas qu'il faut vendre, mais je dis qu'il faut toujours faire attention, hein. Les marchés financiers, c'est un peu comme l'eau qui dort. Ils peuvent être imprévisibles et souvent les retournements ont très souvent lieu au moment où personne ne s'y attend pas. D'ailleurs, c'est pas un hasard si et je termine par cette citation, hein, si Warren Buffett dit toujours d'acheter au son du canon et de vendre au son du violon. Là, je ne dis pas s'il faut vendre, hein, là encore, je ne donne pas de conseils, mais clairement, là, quand on entend les médias et tout, là, on est clairement dans le son du violon, hein. Il y a jamais eu un consensus aussi fort sur la poursuite de la hausse des marchés. Voilà, donc soyez prudents, prenez soin de vous, soyez prudents. Voilà, ayez une vision de long terme. Faites-vous accompagner si vous n'êtes pas assez à l'aise avec les marchés financiers. Voilà, faites attention aussi à votre carrière, également votre carrière, votre salaire, parce que en cas de hausse de l'inflation, c'est primordial d'avoir des hausses de salaire. Si vous n'êtes pas augmenté alors qu'il y a de l'inflation, là encore, hein, je radote, vous allez perdre automatiquement en pouvoir d'achat. Donc voilà, rapprochez-vous de vos managers, de vos directeurs, des DRH pour mettre en avant la qualité du travail que vous avez pu faire cette année pour essayer d'avoir une augmentation. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère vous retrouver voilà, bah, le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, bah écoutez, bonne fin de soirée, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir à tous.